Il y a eu une vague politique qui nous a emportés et pourtant elle nous ramène sur ce plateau ensemble ce soir. Pourquoi ? Je l'évoquais à l'instant avec Jérôme Fourquet. La Russie donc se réjouit que le RN soit en tête des sondages. Sur Twitter, le ministère russe des Affaires étrangères dit que le peuple français recherche une politique étrangère souveraine qui sert les intérêts nationaux et qui rompt avec le diktat de Washington et Bruxelles. Mais surtout le ministère qui ajoute les responsables français ne pourront ignorer ces profonds changements d'attitude de la grande majorité des citoyens. Et donc il y a une publication avec une photo de Marine Le Pen triomphante, très souriante à l'issue du premier tour remporté par le RN dimanche. On revoit là cette photo. Dans quelle mesure, pour la mesure, surtout, à quel point pour la Russie ce qui se passe en France est une source immense de satisfaction actuellement ? Oui, comment dire, c'est... Pour reprendre une expression, c'est peut-être une divine surprise pour eux, cette dissolution qui donne la possibilité pour... peut-être pour la première fois dans la Ve République, de donner le pouvoir à un parti qui a des sympathies pour un État avec qui nous sommes en confrontation. On est loin même des 4 ministres communistes qui étaient arrivés au gouvernement en 1981, qui étaient un peu cantonnés à quelque chose de secondaire. Là, on a un vrai parti dont personne n'ignore les sympathies, même si maintenant elles sont peut-être plus masquées ou elles sont plus modérées vis-à-vis de la Russie. Première fois qu'on peut avoir cette configuration dans notre État. Alors oui, bien sûr que la Russie attend ça, ce serait tout à fait favorable. Qu'elle ait besoin de le dire publiquement, c'est peut-être pas forcément évident, mais dans tous les cas de figure, oui, ça pose quand même un certain nombre de questions. Nous, on reste prudents. On ne dit pas que la Russie, le Kremlin soutient Marine Le Pen, parce que ce n'est pas du tout formulé en ces termes. La Russie se réjouit, c'est ce qu'on a retenu. Mais vous, est-ce que vous dites qu'il faut, dans ces publications, y voir quand même un message de soutien ? Oui, alors on n'est pas au niveau important, on n'est pas au niveau du ministre Lavrov ou même de Vladimir Poutine, ce qui, pour le coup, serait une ingérence flagrante dans les affaires intérieures. Je rappelle que la Charte des Nations Unies, c'est l'article 2 de la Charte des Nations Unies, paragraphe 7, qui interdit les ingérences dans les affaires intérieures d'autres affaires politiques intérieures d'autres États. Alors c'est peut-être l'article le moins respecté de toute la Charte des Nations Unies, mais la Russie n'a pas besoin en réalité de l'affirmer. D'abord, c'est connu. Ensuite, elle pratique une ingérence, une politique d'influence masquée ou à peine masquée, mais connue de tous, en faveur évidemment du Rassemblement national, ou en tout cas des partis qui présentent des programmes ou qui ont des politiques qui lui seraient plus favorables que les partis au pouvoir actuels. Donc cette déclaration, en réalité, elle ne porte pas grand-chose, elle peut embarrasser, en réalité, plus qu'autre chose. On va écouter Marine Le Pen. Elle était sur le plateau de Gilles Boulot, on l'a suivie en direct sur LCI. Elle parle plutôt de provocation. Regardez. Je veux dire, je ne me sens absolument pas comptable des provocations russes à l'égard de la France et à l'égard d'Emmanuel Macron. Oui, pas du tout comptable. Je crois que nous avons été extrêmement clairs. Nous allons maintenir notre soutien à l'Ukraine. Nous avons donné les limites qui étaient les nôtres, et notamment l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Et vous-même, votre chaîne, publié un article il y a quelques jours pour dire que selon les responsables russes, il n'y aurait pas de différence en fonction du résultat des élections législatives dans la relation qui existe entre Paris. C'est le vrai porte-parole du ministère russe. Et pourquoi vous soutient-il ? Pourquoi fait-il ça ? Pour vous faire du mal ? Ou parce qu'il le pense profondément que vous êtes une meilleure candidate pour la France ? Je peux vous dire que s'ils pensaient qu'ils avaient un intérêt, ils n'auraient pas tweeté. Voilà, donc je pense que c'est une provocation. Et accessoirement, c'est peut-être aussi un peu une ingérence. Vous voyez ? Parce que quand on fait un tweet comme ça aussi ostentatoire et aussi provocateur, ça peut s'assimiler à une forme d'ingérence. On va revenir sur la question de l'ingérence, mais sur la question de la provocation. En quoi ce serait une provocation ? Envers qui ? Pourquoi ? J'avoue que je ne vois pas très bien en quoi ce serait une provocation. On pourrait considérer ça plutôt comme une maladresse.
il est évident que autant la cote du Rassemblement national a peut-être monté dans le pays, autant celle de Vladimir Poutine et de la Russie a peut-être plutôt baissé ces temps-ci en France. Et donc, bien sûr, quand Marine Le Pen et le parti essaient justement de s'éloigner, de présenter une façade beaucoup moins favorable à la Russie, on va le dire comme ça, il suffit d'écouter les déclarations de Jordan Bardella sur le conflit ukrainien même, etc. Pour vous, ce n'est qu'une façade? C'est à voir. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même, là aussi, déjà tellement de personnalités du Rassemblement national qui ont des liens affirmés, ouverts, enfin, ça ne se cache même pas, ils sont des relais d'influence de Thierry de Mariani, Pierre Gentillet ou Schaffhauser au Parlement européen. Donc oui, il y a une influence russe très évidente au Rassemblement national. Maintenant, en réalité, je pense que ce n'est pas forcément ce qui préoccupe le plus les Français, et notamment les électeurs du Rassemblement national. Soit ils le savent, soit ils considèrent que ce n'est pas plus important, c'est pas le plus grave. Mais est-ce que le Kremlin voit le Rassemblement national comme un allié? Bien sûr. Et est-ce qu'ils espèrent que la politique internationale française va changer si le RN arrive, je poursuis, oui, arrive effectivement en fonction, et que le soutien à l'Ukraine va s'effondrer? Est-ce que c'est ce qu'espère le Kremlin? Alors, ce qui se passe concrètement en la matière, c'est qu'en cas de cohabitation, on a quelque chose qui ressemble plus à une paralysie des institutions, enfin de l'action en tout cas, de la France, plutôt que d'inflexion majeure. Les décisions, les vraies décisions en termes de politique étrangère et des politiques de défense, c'est le président de la République. Maintenant, il est obligé de prendre un certain nombre de décisions, notamment en matière de défense, en Conseil de défense. Et qui dit Conseil de défense dit signature, contre-signature, en tout cas du Premier ministre. Donc très concrètement, c'est le président qui décide, dans ce qu'on appelle le domaine réservé, et non pas le Premier ministre. Le Premier ministre aura du mal à prendre des initiatives en termes de politique étrangère. En revanche, le Premier ministre peut s'opposer et peut bloquer toute initiative du président de la République. Donc, en cas de cohabitation avec le Rassemblement national, l'hypothèse la plus vraisemblable est celle plutôt d'une paralysie, de la continuité de l'aide à l'Ukraine, suivant les engagements qui ont déjà été annoncés, mais rien de plus et rien de nouveau. Et dans tous les cas de figure, ça en sera fini de la France ou d'Emmanuel Macron, en tout cas, qui se voulait leader en Europe de cette aide. Et ça, pardonnez-moi l'expression un peu simpliste, mais ce serait déjà énorme. Ce serait déjà beaucoup pour la Russie. Ah mais bien sûr, mais attention. Oui, ça c'est tout à fait favorable à la Russie dans tous les cas de figure, ce blocage. Et est-ce que ça peut amener à un blocage même européen? Écoutez. La France, encore une fois, Emmanuel Macron, depuis quelques mois, depuis le début de l'année, en fait, depuis surtout le mois de février, avait d'une certaine façon pris un peu le leadership en Europe. On était passé d'une posture un peu attentiste, générale, réactive, à quelque chose de beaucoup plus proactif, et on a décidé un peu de prendre un certain nombre d'initiatives. Et ça, c'était Emmanuel Macron qui avait profité un petit peu aussi des doutes sur l'alliance américaine pour placer la France comme en tête de ce mouvement. Ça, dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, ce mouvement est brisé, très clairement. Alors peut-être d'autres pays prendront le leadership dans la matière de cette coalition d'aide à l'Ukraine, la Pologne, peut-être sûrement pas l'Allemagne, mais d'autres pays le prendront. Mais pour la France, ça deviendra maintenant très compliqué. Alors, Marine Le Pen, elle a aussi prononcé le mot d'ingérence qu'on a tous en tête quand on voit ainsi la Russie, le Kremlin s'exprimer sur la situation politique du pays. Mais c'est vrai qu'on en parlait quasiment quotidiennement ensemble il y a encore quelques jours, quelques semaines. On parlait même de cette guerre qui nous était livrée. On utilisait le mot guerre. Elle ne s'est pas arrêtée, la guerre, parce qu'on a arrêté d'en parler sur ce plateau. À quel point elle est toujours puissante en ce moment, en plein cœur de l'élection, selon vous, cette guerre informationnelle que nous mène la Russie? Oui, alors,
nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Faut être... Non, mais nous sommes en confrontation avec la Russie. Nous sommes en dessous du seuil de la guerre. C'est le niveau d'affrontement, de conflit en dessous du seuil de la guerre ouverte. Donc on s'oppose par plein de moyens. On s'oppose en Afrique notamment. On s'oppose sur les champs économiques. On a imposé des sanctions à la Russie économiques. Il y a des contre-sanctions. Et puis il y a tout un jeu d'influence, évidemment, qui ne date pas du conflit en Ukraine. Hein. Mais elle est en guerre contre nous d'un point de vue informationnel. Oui, on se combat, on lutte. Il y a une politique d'influence très claire depuis au moins 10 ans. 10 ans en France, où la Russie, il y a plusieurs aspects, soit essaie de donner une bonne image de son action, d'elle-même. C'était notamment par des médias. Il faut quand même rappeler qu'il y a des médias comme Russia Today ou Sputnik qui étaient en France pour donner une bonne image de la Russie, de Vladimir Poutine, très simplement. Et en même temps, depuis moins de 10 ans, il y a une politique systématique de sel sur les plaies, quoi. Où on attise tous les conflits, et notamment sur tous les thèmes qui, comme par hasard, sont plutôt favorables, ou sont en tout cas les thèmes premiers du Rassemblement national, sur l'immigration, sur l'insécurité, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'avant les élections, on avait des rendez-vous quasiment quotidiens ensemble, et on parlait de cette ingérence, et on disait que cette guerre qu'il nous menait, à nous, elle était puissante, etc., et que ça pourrait continuer à monter crescendo au moment des élections. On y est en plein dedans, nous n'en parle plus, mais les radars que vous avez toujours activés montrent-ils qu'effectivement c'est puissant ce qui se passe en termes d'ingérence en ce moment de la part de la Russie? Bien sûr, non, mais vous avez un effet multiplicateur encore une fois, il n'y a pas... la Russie, c'est pas la Russie qui donne les thèmes de campagne, mais elle pousse, elle influence, elle multiplie. Vous avez des fausses déclarations, vous avez des faux événements qui sont d'un seul coup qui se diffusent, qui sont démentis par la suite, mais qui ont déjà fait du mal. On se souvient quand même d'un certain nombre d'actions aussi, tout simplement, des actions très concrètes, des formes de happening. Hein. On se rappelle les cercueils sur le champ de Mars, avec des drapeaux français, en disant voilà, ce sont des soldats français qui étaient destinés à l'Ukraine, partir en Ukraine, etc. etc. Donc oui, encore une fois, c'est presque du pain béni pour eux, tout ce qui est en train de se passer. Et ils ont évidemment tout intérêt, et très logiquement, à continuer à attiser encore les plaies. Voilà. Le seul élément un peu surprenant, c'est que, en réalité, c'est cette déclaration un peu ouverte. Voilà, vous avez l'impression qu'ils avaient besoin de se lâcher, de le dire, ce qui n'est pas forcément productif en réalité. On l'a évoqué, c'est peut-être contre-productif, mais les Russes ne font pas que des choses intelligentes non plus. Hein.